Je suis né le 13 octobre 1926, ça veut dire que j'ai 86 ans. Je suis né dans un autre monde, entre deux guerres. On peut vraiment dire que ça n'avait rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Quand j'avais 10 ans, il y avait un médecin ami de mes parents qui m'a donné un livre magnifique, le livre de Jeans qui s'appelle « À travers l'espace et le temps ». Et ça m'a convaincu que je devais faire des sciences. On m'a demandé de m'occuper du programme spatial français, qui était dans le néant. Il n'y avait personne pour s'en occuper, il n'y avait rien, absolument rien. Alors j'ai dirigé les premiers tirs de fusée. Ça, voilà la petite équipe qui a tiré les premières fusées françaises en 1959. À ce moment-là, ce tir a eu un impact considérable parce qu'on pense qu'il a convaincu le général de Gaulle qu'il y avait des moyens en France pour faire des lanceurs de satellites alors que notre fusée était vraiment minable, comme on dit maintenant. Enfin, ça a passé. Ça a été décidé et en même temps a été décidé de faire une agence spatiale qu'on appelait CNES, Centre national d'études spatiales. Et donc on m'a demandé d'être le directeur scientifique et technique de cette agence. Ça veut dire rien. Il y avait rien. Personne ne savait ce que c'était qu'un satellite, personne ne savait ce que c'était qu'une orbite, on ne savait rien. Ça se passe en 1962. Et donc il a fallu construire cette agence. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours envie d'écrire, j'aime la langue française, beaucoup, beaucoup. Alors il se trouve que, effectivement, peu à peu, je me suis intéressé à un sujet particulier. Et ce sujet, c'est l'évolution du monde, l'évolution de l'humanité. Ça a l'air bête de dire ça, mais c'est à peu près ça. Et donc, parce que je me suis peu à peu inquiété de ce que je faisais et de ce qui m'entourait. Un jour, un ami m'a présenté Jacques Blamont. Je ne le connaissais pas encore, mais sa vitalité et son engagement m'ont frappé aussitôt. J'ai décidé d'en savoir plus. Nous n'avons pas le même âge, mais nos inquiétudes sont respectives. J'ai 25 ans. Je me suis souvent posé des questions sur l'évolution du monde et de l'humanité. Il est difficile de ne pas remarquer qu'aujourd'hui tout va très vite. Pourquoi en faire toujours trop ? Pourquoi une telle consommation ? La voie d'un tel système ne nous dirige-t-elle pas directement dans le mur ? N'assistons-nous pas à un triomphe de la démesure ? Mes pas me guident jusqu'à lui. Caméra au point, je cherche à comprendre. Alors, vous nous avez dit qu'aujourd'hui, le rapide mange le lent. Moi, je voulais savoir quelle est la voie d'un tel système et concrètement, voir si on se dirige vraiment droit dans le mur aujourd'hui au XXIe siècle. Oui, cette idée que le rapide mange le lent, il me semble qu'elle provient de ce qui s'est produit à partir des années 1970-80, où il y a eu une introduction de nouvelles techniques financières, et que disons, non seulement dans la finance, mais dans l'économie mondiale. Et ces techniques financières étaient des techniques rapides, qui étaient adaptées au marché financier et qui ont été appliquées au fonctionnement de l'économie jusqu'à la production, de sorte que les producteurs, les gens qui fabriquent des objets ou les gens qui travaillent dans des mines, ces gens-là, ils ont un certain temps pour travailler. Ils travaillent à long terme. Quand, par exemple, vous cherchez du pétrole, ça va prendre pas mal d'années. Si vous fabriquez des automobiles, il va falloir pas mal d'années pour pouvoir mettre au point votre chaîne, etc. Tandis que la finance va très vite. En quelques heures, beaucoup de choses se passent. Les producteurs ont perdu le pouvoir au profit des financiers. Et donc, le monde actuel fonctionne en grande partie autour des flux financiers et qui sont rapides.
un exemple d'excès, c'est celui de la crise financière, qui a été justement due à l'excès de rapidité dans le système financier. Mais quand on dit rapide ou lent, c'est relatif. Mais il est peut-être intéressant d'avoir une échelle de temps en pensant au grand pilote de toute l'activité mondiale qui est la loi de Moore, c'est-à-dire la loi qui régit les performances des composants électroniques et qui dit que ces composants électroniques augmentent de performance par un facteur 3 en 2 ans. Donc on dit qu'il y a une constante de temps de 2 ans. Et donc, comme la loi de Moore et les composants électroniques sont les facteurs principaux de l'évolution mondiale à l'heure actuelle, puisqu'ils commandent les systèmes de communication et qui sont véritablement l'essentiel de notre organisation mondiale. Donc on peut dire que le progrès technique lui-même a une constante de temps de 2 ans, et donc c'est autour de ces 2 ans que peuvent se définir les échelles de temps. Ce qui est de l'ordre de grandeur de 2 ans, c'est rapide. Ce qui est de l'ordre de grandeur, disons, de 20 ans, 30 ans, c'est lent. Et 20 ans, 30 ans, c'est sans doute les évolutions psychosociales. Quand on passe d'une génération à une autre, c'est à peu près 30 ans. Et donc, on peut dire qu'entre le père et le fils, il y a un changement. Je voulais savoir en fait si ce productivisme de masse, qui incite à aller toujours plus loin et à consommer toujours plus, ne nous aurait pas un peu échappé aujourd'hui, s'il était possible de l'arrêter. Le problème, c'est la consommation. Vous avez une population qui augmente à un rythme d'à peu près 2% par an, et donc la consommation de cette population augmente aussi. Mais consommation, ça veut dire nourriture, ça veut dire eau, ça veut dire énergie, ça veut dire utilisation de toutes les ressources naturelles. En réalité, ce n'est pas du tout 2%, parce que les exigences de chacun augmentent. Non seulement le nombre augmente, mais l'exigence de chacun augmente. Et par exemple, je peux prendre un exemple dans la nourriture. En 1960, la consommation moyenne de toute personne sur Terre était de l'ordre de 2 kilocalories par jour. En 2000, elle était devenue 3 kilocalories par jour, en moyenne. Mais en fait, dans les pays développés, elle était de 4. Donc, on est passé de 2 à 3. Chaque personne, donc, a augmenté sa consommation de près de 50% en 40 ans. Et donc, c'est là où on voit que l'évolution devient dangereuse. Nous avons à nourrir une population plus nombreuse, mais en plus, chacun veut plus. Et ça se traduit en particulier, par exemple, par la consommation de viande. Jadis, les gens pauvres, qui faisaient la majorité de l'humanité, ne consommaient pas de viande. Bon, maintenant, tout le monde mange de la viande. Or, la viande consomme beaucoup de ressources. Il faut, je crois, 30 tonnes d'eau pour faire 1 kilo de bœuf. Et donc, ça veut dire que manger de la viande, ça veut dire l'équivalent de boire énormément d'eau. Et comme les pays émergents, en particulier les Chinois, surtout les Chinois, mangent de plus en plus de viande, bien, le résultat de la consommation de viande augmente beaucoup plus que n'augmente la population. Et donc, les consommations de ressources naturelles augmentent plus vite
que n'augmente la population, plus de 2%. Ce que l'on constate, c'est l'augmentation de la consommation, quelles que soient les causes. Est-ce que ces causes sont des causes psychologiques, sociales? Est-ce qu'il y a du forcing, c'est-à-dire est-ce que effectivement la publicité, disons l'incitation joue un rôle? Certainement. Il y a beaucoup d'eau douce sur la Terre, et donc en principe, l'homme ne souffrirait pas de pénurie. Mais le problème, c'est sa répartition. Il y a des endroits où il y en a beaucoup, et il y en a des endroits où il n'y en a pas du tout. À partir de 1970, il y a eu véritablement une nouvelle manière d'obtenir de l'eau qui était de pomper. Et on s'est mis à pomper dans les réserves qui sont souterraines. Alors il y a deux catégories de réserves souterraines. Il y en a qui sont fossiles et qui, une fois que vous l'avez pompé, il n'y en a plus. Et puis il y en a d'autres qui se remplissent de nouveau, on dit qu'elles se rechargent. Mais en général, ce qui se produit, c'est que le pompage augmente, puisque la population augmente, que ses besoins augmentent. Donc le pompage augmente et à un certain moment, le pompage dépasse le remplissage. Regardez les villes indiennes, par exemple, des villes que je connais comme Hyderabad ou Madras, qui s'appelle Chennai maintenant. Ce sont des villes qui avaient 500 000 habitants il y a 30 ans, qui en ont maintenant 5 millions. D'où vient leur eau? Elle vient essentiellement des nappes phréatiques et qui sont rechargées plus ou moins par la mousson. On pense que ces nappes seront épuisées et du moins non rechargées correctement dans une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là avec une ville de 5 millions d'habitants qui n'a pas d'eau? Je prends un deuxième exemple très intéressant, celui d'Égypte. L'eau provient du Nil, point à la ligne. Or, les eaux du Nil ont fait l'objet d'un traité, je crois que c'était en 1929, qui a été imposé par les Anglais. Les Anglais régnaient sur l'Égypte, sur le Soudan, et ils ont imposé une répartition avec 90% des eaux du Nil à l'Égypte, et donc 10% seulement au Soudan et à l'Éthiopie. M. Moubarak disparaît. Immédiatement, les signataires du traité de 1929 ont décidé de ne plus l'appliquer. Et donc, on assiste à l'heure actuelle, depuis la chute de Moubarak, à des décisions qui sont prises de créer d'importantes dérivations d'eau, barrages, etc., qui se prend en Éthiopie, au Soudan. Quelles seront les conséquences du fait que peut-être que ça ne sera plus 90% des eaux du Nil, mais 70%. Donc une diminution d'une vingtaine de pourcents de la quantité d'eau qui est aujourd'hui très insuffisante pour abreuver le Caire. Vous me posez la question, qu'est-ce qui arrivera? Moi, je pense que ça ne se passera pas paisiblement. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de conflit qui proviendront de deux raisons. La première, c'est l'augmentation des besoins que je viens de vous exposer, mais la seconde, c'est le changement climatique. Les changements climatiques vont certainement entraîner des modifications très profondes des pluies et vraisemblablement un assèchement dans les zones tropicales. Et donc, il est bien possible qu'on assiste à des conflits. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je pense qu'il y a une forte chance. La possibilité que l'on assiste à des conflits pour une meilleure répartition des besoins élémentaires peut poser de gros problèmes dans les 50 prochaines années, notamment pour les pays en voie de développement.
Cette augmentation des besoins et des désirs de chacun ne doit-elle pas être freinée ? Que peut-on dire du développement ? Quels problèmes cela engendre-t-il ? La hausse de la population sur Terre est en constante évolution et nous avons déjà du mal à répartir correctement nos richesses. La technologie est de plus en plus présente et se développe à une vitesse extraordinaire. N'est-elle pas un danger, une nouvelle source de problèmes ? Quand on parle de développement, on parle aussi de consommation. Et donc, c'est pour ça que je ne crois pas à ce qu'on appelle le développement durable. Parce que la consommation devient rapidement extrêmement grande. Et elle finit par dévorer tout, de sorte qu'il ne reste rien. L'exemple bien classique de la morue, qui était au large de Terre-Neuve, et qui était inépuisable. Tous les pêcheurs européens allaient pêcher la morue. Et puis, dans les années 70, 80, il y a eu un changement dans la réglementation, disons, des pêcheries, et aussi le développement de grands navires très efficaces, et la morue a disparu. Alors, on a dit, oh bien, on va arrêter la pêche, et puis après ça, pendant 10 ans, pendant 15 ans, eh bien, le poisson reparaîtra. Eh bien, pas du tout. On a arrêté la pêche il y a maintenant 20 ans, et il n'y en a toujours pas. Quand on a tué tout, il ne reste plus rien du tout. On a parlé de développement durable, mais jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu. Plus on développe, plus on consomme. Et donc, forcément, on ne peut pas empêcher la disparition des ressources. Ça, c'est un premier point. Et je veux donner un exemple que j'aime beaucoup. C'est celui de la voiture automobile. Entre 1970 et 2000, le moteur de la voiture automobile a été considérablement amélioré. Et on est passé de, mettons, 8 litres au 100 km à 5 litres au 100 km en moyenne. Le résultat, c'est qu'on consomme plus, beaucoup plus de carburant qu'avant. Pourquoi ? Parce que la voiture est devenue moins chère, puisqu'on utilise moins d'essence. Donc il y a plus de gens qui ont des voitures et qui les utilisent. Et le résultat, c'est qu'avec cette voiture très performante, eh bien, le bilan des dépenses énergétiques est bien plus grand. Alors un second point qui est plus subtil, qui a été, disons, très bien expliqué par le philosophe allemand Ulrich Beck, par une phrase que je trouve très, très intéressante. Il dit « La nature est devenue un équipement interne de notre civilisation. » Ça, c'est une idée vraiment très profonde et très, très intelligente. Mettons jusqu'au XIXe siècle, mettons jusqu'à la machine à vapeur, la nature était bien supérieure, sa puissance était bien supérieure à celle de l'homme. Et donc l'homme était une petite chose dans la nature. Et il avait un équilibre historique qui s'était construit où il y avait une domination des forces naturelles par rapport à l'homme. Et donc ça se traduisait par une certaine représentation mentale des rapports entre l'homme et la nature. Mais maintenant, à la fin du XXe siècle, les progrès de la technologie ont amené une inversion des forces. Au lieu que ce soit la nature qui soit plus forte, c'est l'homme qui est plus fort que la nature. Dans 50 ans, 80% de l'humanité sera urbanisée. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. C'est l'année dernière où
le taux de 50% a été atteint. Un homme sur deux vit dans les villes. Mettons, vers 2060, il n'y aura plus que 20% de la population dehors des villes. Or, les villes ne sont pas naturelles. Donc, 80% de l'humanité sera dans un décor et dans un système de vie totalement éloigné de la nature. On voit une tendance à l'urbanisation. Vous avez, à l'heure actuelle, de l'ordre de centaines de millions par an de gens qui viennent dans les villes, qui arrivent dans les villes, dont la moitié, il y a 50 millions de Chinois. L'urbanisation se fait dans des conditions qui ne sont pas égales. Il y a beaucoup de gens pauvres, et ces gens pauvres, quand ils vont dans des villes, ils restent pauvres. Donc, il se forme une classe pauvre urbaine. Et cette classe pauvre urbaine, eh bien, elle est en contact avec les riches, pas seulement de la même ville, mais surtout du monde entier, par la télévision, maintenant, je pense qu'avec les tablettes qui vont se répandre un peu partout, ça va devenir encore plus grand. Et donc, l'univers mental du pauvre va comprendre des images qui viennent de l'univers du riche. Et donc à ce moment-là, va se développer une jalousie, une envie qui doit amener à des conflits. Jusqu'au XXe siècle, l'humanité a été souvent ravagée par des maladies infectieuses, des épidémies de maladies infectieuses, comme la peste, par exemple, mais la lèpre aussi, la tuberculose. Et au XXe siècle, on a trouvé une solution. C'est radical, qui a éliminé les maladies infectieuses. Ce sont les antibiotiques. Donc à partir de 1950, toutes ces maladies qui avaient vraiment été des fléaux ont disparu. Et ceci pendant une cinquantaine d'années, et ça a été un des facteurs qui ont été à la base de l'augmentation de la population. Mais le monde bactérien réagit par ce qu'on appelle la résistance, c'est-à-dire que les souches qui étaient sensibles aux antibiotiques ont disparu, elles ont été remplacées par d'autres qui sont moins sensibles ou pas sensibles du tout. Et donc il faut s'attendre à ce que les maladies qui avaient disparu réapparaissent. Et c'est le cas de la tuberculose qui réapparaît à l'heure actuelle sous des formes virulentes qu'on ne sait pas traiter. Moi, un facteur qui me paraît au moins intéressant à analyser, c'est celui des élevages modernes. Nous avons à l'heure actuelle des conditions d'hygiène qui sont absolument épouvantables dans les grands élevages de poules, de cochons, et de vaches même, et surtout de poules et de cochons, qui se répandent et qu'on appelle l'agriculture industrielle, la viculture industrielle. Et là, il s'agit de dizaines ou centaines de milliers d'animaux qui sont parqués ensemble. Pour éviter les maladies, on les gave d'antibiotiques. Et les quantités d'antibiotiques qui sont utilisées pour les animaux sont bien plus grandes que les quantités d'antibiotiques qui sont utilisées pour les hommes. Et alors, s'il se produit une mutation et qu'il y a une résistance à une maladie qui se développe dans ces élevages, eh bien on ne saura pas vraiment comment l'arrêter.
Il n'y a qu'une seule solution, hein, une seule, c'est de réduire fortement la consommation de chacun. Si l'humanité veut bien se convertir à la frugalité, eh bien, elle peut s'en sortir. Parce que, quelles sont les possibilités? Il n'y en a que trois. La première, c'est de considérer que la science et la technologie peuvent résoudre nos problèmes. C'est-à-dire que nous sommes à l'heure actuelle dans une certaine direction qui est essentiellement dirigée par des investissements scientifiques et technologiques et qui vont dans une certaine direction. Et on peut se dire, eh bien, les difficultés que vous prévoyez, eh bien, nous allons les résoudre en étant malins, en étant intelligents, en faisant plus de sciences et technologies. Je ne comprends pas comment plus de technologie, plus de consumérisme résoudrait des problèmes qui sont créés justement par le consumérisme, la technologie. Alors maintenant, la seconde solution, c'est la politique. Première solution, sciences et technologies. Deuxième solution, la politique. Supposons que les gouvernements du monde comprennent que nous avons vers des périls et qu'ils veuillent promulguer des règlements qui empêchent l'excès de consommation. Alors, je répondrai que ça ne marche pas non plus. Et ça ne marche pas non plus à cause de la raison suivante qui a été donnée par le président Bush père. Une phrase vraiment très profonde. Le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Ça veut dire qu'aucun gouvernement, car tout gouvernement acceptera pour son propre pays ce qu'a dit le président Bush, voudra augmenter le niveau de vie. Et augmenter le niveau de vie, eh bien, ça se fait qu'en augmentant la consommation. Chaque fois qu'on essaye de limiter la consommation par des lois ou des règlements internationaux, etc., ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce qu'on ne veut absolument pas toucher au niveau de vie. C'est aussi bête que ça. Donc, cette solution ne marche pas. Alors, pour moi, il n'y en a qu'une troisième, c'est que ça soit un changement moral. Il faut que chacun ait comme idéal d'être frugal et non pas d'être dépensier. Vous me demandez d'être optimiste, mais le raisonnement que je viens de vous faire montre que je propose tout de même une petite solution, une petite voie de sortie, mais bien mince. C'est en sortant de l'Institut de France que mes convictions se sont révélées encore plus fortes. Aujourd'hui, il est trop tard pour être pessimiste. Les solutions sont peut-être minces, mais elles existent. Ne devrions-nous pas tenter de rééquilibrer cet ordre mondial, de mieux contrôler notre système financier étouffant ? Les solutions peuvent venir de chacun d'entre nous, à tout niveau.